Elle se prenait pour la première dame, vantant d'ailleurs son mariage qui, selon elle, était mieux que celui de Chantal Biya, s'exprimant bien, vantant qu'elle n'était pas issue d'une famille de la rue, mais qu'elle était plutôt la fille d'un grand commandant de la garde présidentielle, élevé au grade de colonel, se tapant la poitrine comme la poule sur le fumier, qu'elle a fait de grandes universités et qu'elle était d'une beauté illimitée et qu'elle pouvait tuer tout simplement un homme, électriser les cœurs, rien qu'en regardant son regard doucereux, rien qu'en voyant ses lèvres pulpeuses comme deux tranches de mangue, rien qu'en voyant sa poitrine un peu juteuse. Et là, des Zomlo était tombé, les pieds en l'air, et il avait glissé. Et il avait juré que désormais c'est elle qui était la première dame, reléguant les deux autres qui étaient là presque dans les oubliettes. Ainsi, Mélissa était devenue une reine, une princesse dans l'empire de Jean-Pierre Amour-Bellinga, où, pendant le mariage, devant des invités de grande classe, dont les ministres, sous la bénédiction de Laurent Esso, avaient juré amour et fidélité à son mari. Et il ne manquait plus qu'un seul invité parce qu'elle fréquentait de hautes personnalités. Elle était reçue dans les grands palais et particulièrement au palais présidentiel de la République centrafricaine. Et puis, subitement, tout est tombé. Lorsqu'elle a d'abord été arrêtée brièvement et puis relaxée, convaincue que son Zomlo des Zomlo allait s'en sortir parce qu'étant tout puissant et causant avec Paul Biya, eh bien, elle a vu que de jour en jour, de nuit en nuit, de semaine en semaine, le temps passait et que malheureusement, la séparation devenait inévitable. Et lorsque le 23 avril dernier, dans la salle de la cour d'appel, Schlick prononça le refus pour la liberté conditionnelle ou la liberté sous caution, eh bien, elle regarda son mari qui disait qu'il n'avait peur de personne, avait craqué. Il voyait le danger arriver. Oui, Pablo Escobar s'écroula. Jean-Pierre Amour-Bellinga pleura. Melissa, Melissa. La séparation était douloureuse. Mais derrière ça, l'amour pouvait continuer par téléphone, comme l'amour scolaire, à travers des communications au niveau du téléphone. Quelques belles photos, quelques belles assurances. Et Jean-Pierre Amour-Bellinga, jusque-là, était convaincu que sa femme était d'une fidélité à outrance et qu'elle allait supporter jusqu'à fermer son entre-pied avec le cadenas. 37 ans, 37 jours, autant pour moi, après son premier séjour au Cameroun, pour prendre son titre, son rôle de président de la CEMAC,
Touadéra a donc été réinvité par Paul Biya au palais d'Itoudi. La rencontre eut lieu parce que le chef d'État centrafricain avait été reçu par Mbondayolo au départ et puis par Paul Biya avant de regagner l'hôtel Hilton. Jean-Pierre Amouk-Belling a été convaincu que dans les discussions entre deux chefs d'État, Touadéra allait réussir à convaincre Paul Biya à le libérer de toute urgence. Mais que non, Touadéra avait plutôt d'autres occupations et il voulait surtout démontrer à Paul Biya qu'il n'était pas au courant de toutes les activités de Jean-Pierre Amouk-Belling et que lui-même avait été roulé. Au cours des discussions d'abord, il y avait d'autres projets. Des projets qui concernent d'abord le pétrole où Touadéra voulait absolument draguer Paul Biya, le convaincre de lui faire une avance de l'argent pour pouvoir régler certaines charges en brandissant le pétrole. Parce que depuis l'année dernière, des réserves de pétrole estimées en milliards ont été découvertes en République centrafricaine et devraient être exploitées par China Petroleum, qui est également au niveau du Tchad. Et ce pétrole devrait transiter donc par le pipeline. Première doléance donc de Touadéra pour que le port de Kribi puisse servir d'évacuation pour le pétrole centrafricain. Autre chose également, la République centrafricaine est actuellement traversée par une double crise. Crise interne et crise externe due, cette fois-ci interne, parce qu'il n'y a plus de l'argent dans les caisses, d'où actuellement le dictat du FMI qui est venu imposer un certain plan de réajustement, mais sur le plan extérieur également, il y a la guerre au Soudan. Or, la République centrafricaine pouvait jongler un peu avec le port du Soudan pour faire entrer des marchandises. Cette fois-ci, la République centrafricaine ne peut se contenter que du port de Douala. Et Touadéra, n'ayant pas de l'argent et surtout au regard de l'inflation, voulait bien que Paul Biya lui fasse des prix, des rabais par rapport à certaines marchandises, par rapport à tout ce qui peut entrer au niveau du port de Douala, transiter par le corridor, puis arriver à Bangui. Paul Biya, sans lui promettre à 100%, a néanmoins dit qu'il allait réfléchir et proposer cela à un comité de ministres qui allait lui donner le résultat. Et bien sûr aussi, Paul Biya devait savoir ce qui se passe entre lui et Amouk-Belling, d'autant plus que Amouk-Belling est un citoyen centrafricain. Et Touadéra, et bien sûr, il s'est lavé les mains comme Ponce Pilate, arguant que Jean-Pierre Amouk-Belling s'était présenté comme un homme d'affaires, mais sauf qu'il a grugé, puisque Touadéra, d'ailleurs, a réussi à révéler à Paul Biya que du marché de la réfection de la chaîne de chaînes de radio et télévision, plus l'agence presse de la République centrafricaine, marché qui avait été gagné par Jean-Pierre Amouk-Belling à hauteur de 36 milliards, Touadéra a quand même eu à dire qu'il avait été roulé parce que les experts sont arrivés et ont estimé que ce matériel-là ne coûtait même pas 2 milliards. Et bien sûr, il y avait aussi cette affaire d'or qui avait été proposée, ou alors Jean-Pierre Amouk-Belling qui avait demandé cet or-là pour aller, bien sûr, mettre auprès de la BEAC afin de pouvoir obtenir l'ouverture de sa banque, disait-il, de sa microfinance. Sauf qu'au regard de tout ça, et il y a encore autre chose qu'on ne connaissait pas, c'est que Jean-Pierre Amouk-Belling avait même promis à Touadéra de bitumer tout Bangui. Ah oui, tout Bangui. Et Touadéra
Et ce monsieur qui est pourtant un mathématicien qu'on croyait si intelligent, il s'était laissé embobiner par quelqu'un qui lui n'est même pas allé à l'école. Mais bon, tiens, et ça ne s'est pas arrêté là, puisque Touadéra se retrouve devant une difficulté, puisqu'avant de voyager pour le Cameroun, le directeur de Socatel, c'est-à-dire la société centrafricaine des télécommunications, avait annoncé aux employés que, attendez, le 1er mai, vous aurez une grande surprise, une bonne surprise. Et pourquoi? Parce que Touadéra espérait rentrer avec des poches assez pleines. Parce que justement, concernant Socatel, le 7 novembre 2017, Jean-Pierre Moubelinga est reçu par Touadéra. Et devant les médias, avec bien sûr aussi les journalistes de l'anecdote, Vision 4 et tout, on va voir de grandes annonces au journal officiel, au journal en République centrafricaine, où on annonce que Touadéra vient de donner l'accord à Jean-Pierre Moubelinga de racheter Socatel. Or, Socatel devait, selon Jean-Pierre Moubelinga, se rebaptiser Vision 4 Télécom. Touadéra fait une annonce publique devant tout le monde. Mais nous sommes aujourd'hui en 2023. Jean-Pierre Moubelinga n'est même pas parti mettre un centime. Il n'a jamais acheté Socatel. Résultat des courses, l'État doit à Socatel près de 3 milliards, l'État centrafricain. Et ce n'est pas tout. Au moment où Touadéra arrive au Cameroun, les employés de Socatel n'ont pas été payés depuis 70 mois. Et le premier, n'ayant pas de l'argent, il demande, parce qu'ayant échoué au Cameroun, il demande au directeur de se débrouiller, il lui remet quelques centaines de mille. Les gens de Socatel, les employés arrivent avec les bailleurs et leurs femmes et leur deuxième bureau pour venir prendre le gros lot. Et le directeur financier commence à distribuer 10 000 francs par personne, c'est-à-dire 15 euros. Certains sont tombés en syncope. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient plus. Ils n'en revenaient pas. Parce qu'ils avaient déjà programmé, et les fêtes à peu près comme Vision 4 avait aussi programmé le buffet, les beaux costumes, le DJ pour la libération de Jean-Pierre Moubelinga. C'est ce qui s'est passé en République centrafricaine. Bref, ça a été une catastrophe. La RCA traverse donc une catastrophe parce que Touadéra trouve que c'est Moubelinga qui l'a mis dans ces problèmes-là en promettant des choses qu'il ne pouvait pas réaliser et surtout en venant prendre un peu d'argent dans des caisses qu'il avait et aussi en hypothéquant son or. Paul Biya en a rigolé mais ne peut rien faire. Cruel. Il n'a donc pas demandé la libération de Jean-Pierre. De toutes les façons, il ne pouvait même pas d'ailleurs demander puisque Paul Biya lui a posé des questions un peu trop précises où il a réussi à se défendre comme il pouvait avant de regagner le Hilton. Quand il était d'abord là, Touadéra avait reçu le grand frère de Jean-Pierre Moubelinga accompagné de Mélissa. Ils étaient arrivés dans la soirée, puis ils étaient rentrés ensemble. Et Touadéra avait promis qu'il allait faire des pieds et des mains pour pouvoir sortir son ami de là. Mais cette fois-ci, Touadéra arrive. Et Mélissa, au moment où Touadéra finit l'audience avec Paul Biya, Mélissa arrive clandestinement au Hilton. Mélissa entre dans les appartements, ou plutôt dans la suite de Touadéra. 30 minutes.
1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Aïe! Hey, toi, des Bangala en colère. Quand Mélissa ressort de là, on voit les chevaux vent la chienne. Et là, en haut, qui est un peu comme gris ou kaki, avec une jupe. Elle lance flèche. Le dimanche, elle court vite à Kouningue. Rencontrer son mari, Jean-Pierre Amogobelinga. Comment ça va, chérie? Je pense à toi, tu sais que tu me manques. Oh, ouais, Mélissa, j'espère que vraiment tu es fidèle. Tu sais comment? Qui est Jean-Pierre. C'est ça que Mélissa part. Lundi, alors qu'elle laisse pas souvent les jours, Mélissa revient encore en prison avec Amougou. Mélissa, moi je suis comme ça. Non, je sais que tu me manques de ma chair et tout. Mélissa repart. Après, Amougou lui dit, tu vois que jusqu'à présent, même je n'ai pas les nouvelles de toi, Dera. Vraiment, je sens, le type là, je sens que le gars là, est-ce qu'il n'est pas en train de jouer un sale tour de jeu? Il est en train peut-être de me jouer un sale jeu, un double jeu. Mais lui, ça dit aussi que, ah, moi aussi, moi je croyais que tu avais ces nouvelles, non? Oui, je croyais que tu avais ces nouvelles. Donc, moi, je ne sais pas. Mercredi. Voilà. Non, mardi. Elle était là. Et là donc, mercredi, elle n'est pas là. Amogobelinga reçoit plutôt d'autres informations. Que Mélissa a été à l'hôtel. Il dit, hein? Ouais, donc tu n'étais pas au courant. Il dit, quoi? Donc, mais Mélissa a rencontré ton ami, non, le président à l'hôtel. Ok. Voilà donc comment le Congo ça commence. Amougou prend le téléphone. Elle appelle Mélissa. Votre correspondant n'est pas joignable, veuillez rappeler ultérieurement. Amour rappelle, Amour relance. Amour se lève, pieds nus, et commence à marcher comme ça et tout. Allez, il appelle ses gars. Il dit que, à la maison, dites-lui que je veux la voir ici. Parce que jusqu'à 17h, il n'a pas Mélissa. C'est comme ça qu'on va donc trouver Mélissa. On lui dit que le boss a dit qu'il veut te voir là. Mélissa est donc arrivée. On lui dit que mais tu m'avais dit que tu n'étais pas, que tu n'avais pas vu toi, tout. Mélissa ne sait plus quoi faire. Elle veut manger là, et puis il lui dit que mais toi tu ignores que j'ai les gens là-bas, j'ai même les images, j'ai les caméras, tu veux nier quoi? Mélissa, connaissant donc son gars, finit par lui dire que oui, moi je suis parti là, moi je suis parti là-bas parce que je voulais obtenir ta libération, je voulais négocier ta libération, donc c'est pour ça que je... Donc et toi tu ne m'as rien dit, donc tu vas négocier ma libération avec mon ami et tu ne me dis rien. Non, c'est que comme je n'ai même pas eu à le voir. Ben non, les images montrent que tu es quand même monté dans sa chambre. Mélissa est donc coincée. Et tout. Mélissa, donc il t'a mis au plantain.
Mélissa termine au plan. Amouga commencé la folie. Mélissa va encore faire ceci et ça. Elle dit non. Amouga était déchaîné. J'ai dit déchaîné. Et vous vous rendez compte que Mélissa est entrée en prison à 18h30, à l'heure où personne ne doit entrer en prison. Amouga fait le scandale là-bas, mais ne pouvait pas prononcer le nom de Touadéra. Le régisseur vient maintenant dire à Mélissa qu'est-ce qu'il y a. Et Mélissa lui dit que non, il faut que je parte vite. Il est une jalousie très maladive et tout et tout. On appelle le médecin. Parce qu'Amougo enfonce le... Amougo voulait que, comme Mélissa est en train de partir là, que lui aussi, il parte vite la retrouver là-bas dehors. Allez, il enfonce le doigt dans la gorge comme ça là. Et il commence à vomir, On dit, Amougo, oui, Amougo, oui, Amougo est mort. Amougo est mort, Somolo est mort. Et il vomit. C'est comme ça qu'on appelle le médecin. Le médecin court. Parce que le médecin entend qu'il y a Kamougo en train de faire une crise. Donc il se dit que c'est peut-être une crise cardiaque. Or, actuellement, c'est le médecin qui était adjoint à la prison principale, qui est devenu maintenant adjoint à la prison centrale, qui est maintenant médecin des deux prisons. Et il arrive, et il voit Amougo, et il prend les machins et tout. Après, on dit que non, c'est plutôt la crise des jalousies. Amougo veut qu'on l'amène à l'hôpital. Le médecin a dit que même. Les instructions sont venues de la présidence, ce n'est pas moi, on va demander au régisseur de tout et tout et tout. Que si tu vas aller à l'hôpital là, on va seulement aller partir avec toi là-bas, on va t'enchaîner d'abord au lit. Amougo a dit, non, en tout cas ça va un peu, hein, ça va même mieux comme ça. J'avais seulement mal au ventre. Amougo a pleuré toute la nuit. Toute la nuit. Donc là où c'est gâté. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ceci, quand j'avais dit que ces histoires que vous voyez, le mal que les gens font, ça va se retourner contre eux. On va passer le temps à enlever les femmes des autres quand ils étaient en prison. Et je lui avais dit que ces femmes-là, on va les enlever. Vous voyez, à peine il est enfermé, et il y a déjà Bion Tamballon. Bion Tamballon est en train de balancer Maman Sarah jusqu'à porter les habits de Amougo. Maintenant, c'est toi de la Bangala en colère. Vous voyez que j'avais donné le nom là, pourquoi? Un monsieur qui, il voit une danseuse, il prend. Il voit une organisatrice de spectacle, il prend. Il voit son gars du corps, il prend. Il voit tel, il prend. Il voit tel autre, il prend. Toi de la Bangala en colère. Et c'est pour ça qu'il était avec Amougo Belinga. Amougo Belinga partait avec Mélissa, le gars ne faisait que guetter. Et maintenant, au lieu d'aller sauver Amougo, lui dit plutôt que mieux il reste là-bas, moi je prends Mélissa. Vous ne soyez pas choqués que vous allez entendre que Mélissa dit en République centrafricaine qu'elle est devenue 10e femme. Parce qu'actuellement, là, il a 8 femmes. Toi de la Bangala en colère est l'incarnation d'un autre centrafricain qu'on appelait Bokassa Ier. Regardez comment il se ressemble. Hein? Bokassa Ier. Bokassa Ier a connu exactement les mêmes choses. Parce que même quand on dit, maintenant, on le console que non. Même les présidents, n'est-ce pas que même Chantal ou avait trompé, on lui dit n'importe quoi. Mais, quand ils prennent plusieurs épouses là, ils ne savent pas que plus tu les alignes, plus tu es vulnérable. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Bokassa. Bokassa, vous vous rendez compte? Qui a fini Bokassa? C'était son meilleur ami, Valéry Giscard d'Estaing, qu'il connaissait depuis qu'il était ministre des Finances. Mais Bokassa devient chef de l'État en République centrafricaine. Après, il dit que maintenant je suis maréchal. Après, il quitte de maréchal, il devient empereur. Empereur Bokassa. Qui l'avait aidé? Qui avait fait le couronnement de Bokassa? Le 4 décembre
1977. C'était son ami président de la France, Valéry Giscard d'Estaing. Oui, Valéry Giscard d'Estaing était très malin. Comme il voyait que Bokassa ne sait quoi faire avec de l'argent, il lui a dit que tu vas signer beaucoup de dettes là, beaucoup de crédits. Vous connaissez comment a été le couronnement de l'empereur Bokassa, non? Qui était comme Touadéra là, vanité et tout, et tout, et tout. Mais il avait une couronne de 7000 carats de diamants avec de l'or pur. Et puis Bokassa lui a envoyé quelques chevaux là pour des carrosses qui sont d'ailleurs morts le jour du couronnement. Il a commandé 40 000 bouteilles. 40 000 bouteilles de vin prestigieux de la France. Tout ça, c'était des crédits. Hein? 25 000 bouteilles de champagne, sans pour autant oublier 300 voitures françaises et 45 Mercedes, que c'est la France qui devait livrer. Ça avait coûté à l'État centrafricain combien? 2 milliards. Après cela, Giscard d'Estaing les a invités en France. Bokassa est arrivé avec celle qu'on appelait l'impératrice Catherine. En mof. Bokassa n'a même pas vu sa femme ce soir-là. Pendant que lui, il était en train de dribbler à gauche, Valéry Giscard d'Estaing était en train de le dribbler à droite. C'est comme ça que ça s'était passé. Et Bokassa également était comme... vous voyez Touadéra là? C'est-à-dire qu'il avait même dit un beau jour à Valéry Giscard d'Estaing, oh non, tu sais, si tu veux me renverser, moi-même je peux te renverser, il me suffit de ceci et cela. Quand Touadéra coupait, quand Valéry Giscard d'Estaing coupait déjà la femme de Bokassa, pêle-mêle, l'une de ses femmes, hein, l'impératrice, celle qui l'aimait plus. C'est là où on a renversé Bokassa. Il est resté avec l'impératrice en France. Hein? L'impératrice est restée en France. Bokassa était comme Touadéra, que vous voyez là. Comme les hommes Gobelinga. Bokassa, quand il aimait l'impératrice, il avait enlevé l'impératrice hein, parce qu'il n'était même pas encore président. Il était chef d'état-major. Il avait enlevé l'impératrice. Elle avait 15 ans. Elle allait au lycée. Il vient avec sa voiture comme ça. Il dit, allez, arrêtez-moi la jeune fille là. Ces soldats ont arrêté la fille. Il est parti, l'a violé, l'a enfermé. Puis il a dit, je t'épouse. Il a amadoué toutes les filles là et tout et tout. Comment Mougo épouse pêle-mêle là, avec de l'argent, pêle-mêle, pop. C'est comme ça que la femme là est devenue impératrice. Mais lorsque Bokassa tombait déjà en mof, ce sont ses meilleurs amis qui ont fini avec sa femme. Donc Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing venait avoir des relations sexuelles avec la femme de Bokassa dans le château de Bokassa ici en France, au château d'Ardicourt. Ah bien, il lui a même bombardé une grossesse qu'elle a finalement enlevée. C'est un médecin de l'Élysée qui a établi le certificat médical. Un chef d'État bombarde la grossesse à la femme d'un autre chef d'État. Et je vous fais comprendre que l'impératrice Catherine était la 7e femme de Bokassa. Puisque derrière elle, Bokassa avait eu 8 autres femmes, donc il avait au moins 15 femmes officielles. Hein? Officielles. Il voit une blanche, il prend. Il voit une courte, il prend. Il voit une maigre, il prend. C'est comme ça, Touadéra Bangala en colère. Et c'est avec la même manière qu'il a fonctionné avec Jean-Pierre Moukbelinga. Même manière. Ivana ne va pas s'arrêter là. Hein? Elle ne va pas s'arrêter là. Vous savez même ce qui s'est passé après? C'est que Valéry Giscard d'Estaing, lui-même aussi, on a enlevé l'impératrice entre ses mains. Et qui a fait ça? C'est son meilleur ami, René Journiac. René Journiac était monsieur Afrique de l'Élysée. C'est-à-dire que c'est lui qui s'occupait des affaires africaines. Il était l'envoyé de
Valéry Giscard d'Estaing que va me porter la femme de mon ami chef d'État. Tu me l'amènes et j'ai fini avec. Mais dès que lui-même il finissait avec, René Juniac dit que mais comment? Il a aussi dit à l'impératrice, toi-même tu ne me donnes pas pourquoi. Et il a commencé aussi avec l'impératrice, oh ha, le piment de ça. Yeah. Quand Bokassa a découvert ça, Bokassa a demandé qu'on l'assassine. Vous savez là où il a été assassiné? Au Cameroun, le 6 février 1980. Il était monté dans un avion pour une affaire de femmes. Hein. Ils ont 1500 femmes, mais il a dit, allez-vous me l'assassiner. C'est Omar Bongo qui avait fait piéger l'avion. Et cet avion devait atterrir en Gandéré. Donc, Ahidjo venait seulement pour l'accueillir comme ça, que c'est le chargé d'affaires de l'Élysée qui est en train d'arriver là. Ahidjo arrive. Au lieu que l'avion aille à Garoua, on avait orienté l'avion en Gandéré. L'avion a explosé. Boum, avec Journiac. C'est comme ça que Journiac est mort à cause de l'impératrice, la femme de Bokassa. Oui, c'est ça. Et pourquoi est-ce que Omar Bongo avait fait ça? Parce que Omar Bongo lui-même aussi, qui multipliait les femmes, avait aussi été trompé par un autre Français. Ce Français-là avait 39 ans. Comment? Oh oui, je crois. Hein. Oui, il avait 39 ans. Il était peintre. Robert Lyon, L-U-O-N-G. Il était arrivé au Gabon en 1975, comme ça, là, comme peintre, hein, il faisait les travaux et tout et tout. Pendant qu'Omar Bongo courait pour chercher des femmes partout, parce que lui aussi, il épousait toutes les femmes. Il allait dans des pots. Robert Lyon, lui, il est resté là avec Joséphine Nkama. Marie-Joséphine Nkama. Vous connaissez qui est-ce? Vous connaissez qui est-ce? Une jeune fille que Bongo avait aussi pris à l'âge de 14 ans. Vous connaissez qui est-ce? Vous tous, vous la connaissez. C'est elle, Patience Dabani. C'est elle, Patience Dabani. Donc, Patience Dabani a commencé à couper avec le peintre pêle-mêle. Omar Bongo était fâché. Omar Bongo les a attrapés. Omar Bongo a demandé à ses services secrets, le 16 janvier 1979, allez, de l'évacuer en France. Et il a dit au peintre là que tu ne touches plus jamais à ma femme. Mais le gars là, lui-même, il avait des jets de reins. Alors qu'on dit que les watts ne sont pas très bons, mais le gars, il semble que Patience Dabani, on vous connaît. On vous connaît. Non, elle reprenait elle-même le vol pour aller goûter au piment en France. Résultat des courses, lorsque Omar Bongo a su cela, parce que les services secrets français de Valéry Giscard d'Estaing lui avaient dit, allez, il a demandé de tuer-le. Il a été tué le 27 février 1979 dans son parking, abattu par 3 individus. Boum, 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 boum. Il avait 39 ans. Robert Lyon. C'est pour ça que, pour échanger de services, il avait aussi fait que on tue celui qui sortait avec la femme de Bokassa. C'est-à-dire que la femme de Bokassa se retrouvait avec Valéry Giscard d'Estaing, qui est l'ami de Bokassa, et avec aussi l'ami de Bokassa, alors là, qui était René Journiac. Donc, Mélissa, aujourd'hui, partout là où elle est allée avec Belinga, elle va ramasser. Vous allez voir, non? Belinga, tu peux rester là-bas tranquille, hein? Je t'avais dit, tu peux rester là-bas tranquille. Là où elle a déjà goûté, là, je dis que toi, de la Bangala en colère, va faire que, allez, voyage, ce jour-ci. Toi, tu vas faire comment? On ne peut rien faire, on va seulement t'aider.
à pleurer. Donc, il y a même d'autres preneurs là, qui sont déjà, d'ailleurs, même il y a un autre dossier là, que je n'évoque pas encore. Donc, c'est ça. Jean-Pierre Moubelinga est arrivé exactement en République centrafricaine, comme Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que vous savez que Valéry Giscard d'Estaing, justement à l'époque de Bokassa, lui-même, tous les terrains lui appartenaient. Il partait faire de la chasse là-bas, il quittait la France pour faire de la chasse. Deux de ses cousins avaient d'ailleurs acquis la nationalité centrafricaine. Hein. Deux. Ils étaient devenus centrafricains comme Jean-Pierre Moubelinga. Mais Bokassa n'avait jamais imaginé que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui marchait avec lui, qui lui avait fait aller endetter l'État de République centrafricaine à hauteur de 2 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que rien que le couronnement de Bokassa valait le salaire de 50 000 fonctionnaires. Il ne pouvait pas savoir que la femme qu'il aimait plus, l'impératrice, puisque je vous ai dit qu'il l'avait enlevé à l'âge de 15 ans, que ce n'est que celle-là que Valéry Giscard d'Estaing allait choisir. Les destins sont croisés et les mêmes actes doivent avoir les mêmes conséquences. Aujourd'hui, je peux comprendre la douleur de Jean-Pierre Moubelinga, mais je peux lui dire qu'il est parti jouer sur un terrain très dangereux, où il a promis beaucoup de choses aussi à Touadéra, et où, dans un milieu comme tel, avec ses amis, on ne se balade pas avec une femme content, à l'instar d'un os au chien. Du moment où on est un peu inattentif et du moment où on est un peu en difficulté, il n'y a pas d'amitié. Il profite pour vous dérober l'os. Et comme le dit un proverbe africain, la femme est un épi de maïs que toute bouche peut croquer à condition qu'elle ne soit pas édentée.